Bonjour. Je m'appelle Clara. J'ai 71 ans et je suis née en 1953. Je vous parle depuis ma petite maison modeste à Valdivia, au Chili, où j'ai passé les 22 dernières années de ma vie. Ce que vous allez écouter n'est pas une simple histoire familiale. C'est une blessure ouverte, un secret dont je ne sais plus s'il m'appartient ou si cela a été une condamnation héritée. Il y a à peine 3 ans, un dimanche en apparence tranquille comme les autres, quelque chose s'est produit qui a divisé ma vie en deux. Je suis montée dans la chambre de mon neveu Esteban, que j'ai élevé comme un fils depuis l'âge de 5 ans, pour lui apporter une infusion. Je voulais le remercier de m'aider avec des réparations dans le patio. Mais en ouvrant la porte, j'ai trouvé quelque chose qui m'a paralysée. Esteban touchait sa fille Martina, ma petite nièce d'accent grave peine 9 ans, d'une manière qu'aucun homme ne devrait jamais toucher une fille. Cette image ne s'effacera jamais de mes yeux. J'ai senti comment mon corps se défaisait de l'intérieur, comme si mon âme avait explosé sans bruit. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas perdu mes moyens, comme peut-être on s'y attendrait d'une femme à ma place. J'ai fait quelque chose que personne, ni même moi, n'aurait pu anticiper. Quelque chose qui a transformé nos vies pour toujours et qu'il m'est encore difficile d'accepter quand je me regarde dans le miroir. Ce que j'ai fait m'a transformé en une personne différente, en quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé être. Avant de vous raconter comment je suis arrivée à cette décision, je vous demande quelque chose. Si ce récit vous touche l'âme, si quelque chose bouge en vous, s'il vous plaît laissez votre soutien, commentez d'où vous m'écoutez. Cela me console de savoir que mes paroles portent loin, surtout quand il s'agit de partager des vérités qui brûlent la gorge. Parce que ce que vous allez écouter n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de nombreuses femmes qui ont dû franchir la ligne de l'impossible par amour pour ceux qu'elles aiment le plus. Ce dimanche, comme tous les autres depuis qu'Esteban avait perdu son emploi, la routine se répétait sans surprise. Je préparais du thé pendant qu'il se reposait dans sa chambre avec Martina. Son épouse, Lydia, était sortie faire les courses du mois et la maison gardait ce silence dans ce que seules connaissent les familles appauvries, où chaque recoin accumule des tensions comme s'il s'agissait de toiles d'araignée. Je vivais avec eux depuis un peu plus de 2 ans. J'ai vendu mon petit appartement pour les aider avec leurs dettes. Je me déplaçais dans cette maison comme une ombre, sans déranger, sans donner mon avis, sans prendre trop de place. Mais cet après-midi, il y a eu quelque chose de différent. Quelque chose dans l'air m'a rendue inquiète. Comme un élancement dont je ne savais pas d'où il venait. J'ai pris le plateau avec du thé de mélisse et je suis montée les escaliers. Chaque pas, je le faisais lentement, en prenant soin de ne pas réveiller Gaspard, le plus jeune, qui faisait sa sieste dans la pièce d'accent grave côté. Le couloir était sombre, comme toujours, parce que Lydia avait l'habitude de garder les rideaux tirés pour économiser de la lumière. L'odeur d'humidité imprégnait les murs, mélangée à l'arôme doux de l'infusion. Quand je me suis approchée de la porte entr'ouverte de la chambre, comme je l'avais déjà fait des centaines de fois, quelque chose m'a fait m'arrêter. Un son léger. Une phrase étouffée. « Non, papa, je n'aime pas », a murmuré la voix de Martina, basse, tremblante, presque un murmure venu d'un autre monde. J'ai cru que j'avais imaginé. Mais quelque chose d'ancestral, cette intuition ancienne que nous portons les femmes quand nous avons pris soin toute notre vie, m'a fait pousser à peine la porte. Ce que j'ai vu, c'est Esteban assis à côté de sa fille. Sa main était posée là où elle n'aurait jamais dû l'être. Martina avait les yeux fermés avec force, comme si elle essayait de disparaître. Son visage était un mélange de honte et de peur. Le plateau a glissé de mes mains et le thé a brûlé mes pantoufles. Mais je n'ai pas senti la douleur. Je ne faisais que voir. Esteban lui disait à voix basse que c'était son secret, et qu'elle ne devait rien dire à personne, surtout pas à sa mère, ni à la tante Clara. Et à cet instant, j'ai senti comme quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid. Plus calculé. Une certitude absolue, je devais faire quelque chose. Et ce quelque chose ne pouvait laisser place ni au doute ni à la miséricorde. Je me suis éloignée de la porte sans bruit, j'ai laissé les restes brisés du plateau sur le sol du couloir, et j'ai descendu les escaliers en flottant comme dans un rêve. Je me suis assise dans la cuisine, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Et pour la première fois, j'ai commencé à planifier. Je ne savais pas exactement quoi. Mais j'avais clairement que ce que je ferais devait protéger Martina. Pour toujours. Ce jour-là, j'ai compris une vérité monstrueuse. L'homme que j'avais élevé comme un fils n'était plus là. À sa place, il y avait un prédateur. Et j'étais la seule qui pouvait l'arrêter. Esteban avait été un enfant doux. Amable. De ceux qui saluaient tout le monde dans la rue avec un sourire qui illuminait les jours nuageux. Dans la communauté de Villa del Roble, où je l'ai élevé, les voisines disaient souvent que c'était un ange aux chaussures sales. Je me remplissais de fierté.
Je me souviens des matinées d'hiver où je pétrissais du pain dès le matin pour le vendre à l'école du quartier. Lui, avec à peine 7 ans, se réveillait en entendant le mixeur, descendait pieds nus avec les yeux encore fermés et s'asseyait sur le petit banc en bois que mon défunt compagnon, Julian, lui avait fait. Il attendait en silence le premier petit pain chaud, qui était toujours pour lui. Je lui disais, « Tiens, mon roi », et il souriait avec cette innocence qui semblait invincible. Julian était maçon. Ses mains se fendaient avec le froid du ciment, mais il trouvait toujours le temps d'enseigner à Esteban à distinguer les trilles des oiseaux, ou à siffler entre les dents pendant qu'il marchait sur le terrain vague à côté de la maison. Ses étés étaient remplis de jasmin, de cigales et de goûters à l'ombre du noyer dans la cour. Je les regardais depuis la cuisine, convaincu que nous avions réussi à avoir une vie digne. Une vie heureuse. Les dimanches étaient nos jours sacrés. Nous allions à la messe à la paroisse de San Fernando. Esteban insistait pour s'asseoir entre Julian et moi, nous tenant fermement la main pendant le Notre Père. Ensuite, nous nous promenions sur la place, mangions des glaces à l'eau et jouions à compter les vélos rouges. C'était une de ces familles qui semblent simples, mais qui cachent une paix profonde. Mais il y avait quelque chose. Quelque chose que j'ai commencé à remarquer quand Esteban avait environ 8 ans. Une façon d'observer les filles du quartier qui ne me plaisait pas. Je me suis dit que cela faisait partie de la croissance, de la curiosité naturelle. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Maria Ignacia, la maman de Lorita, une fille qui vivait au bout de la rue, vienne frapper à ma porte avec un visage sérieux. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé Esteban derrière l'abri, essayant de toucher Lorita. Ce fut comme une gifle. Je me suis assise. J'ai écouté. Je me suis excusée. Ensuite, j'en ai parlé avec Julian ce même soir. Il s'est enfermé avec Esteban dans sa chambre. Il lui a parlé avec patience, comme toujours, avec sa voix grave et sereine. Mais j'ai observé quelque chose dans les yeux de l'enfant quand il est sorti. Il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas de repentir. Il y avait froideur. Une espèce de curiosité sombre, comme si le réprimander était une simple expérience ratée. Les années ont passé. Il y a eu d'autres épisodes. Espacés, oui, mais toujours selon le même schéma. Des filles plus jeunes. Des situations déplacées. Je les rejetais. Je les minimisais. Parce que je ne pouvais pas, ne voulais pas, accepter que mon Esteban, l'enfant qui avait dormi sur ma poitrine quand il avait de la fièvre, puisse être brisé intérieurement. Tout a basculé quand Julian est mort. C'était sur un chantier, un effondrement, personne n'a vu venir ce malheur. Esteban avait 13 ans. Et avec la perte de son oncle, il a aussi perdu son dernier point d'ancrage. Il est devenu distant. Manipulateur. Et moi, enseveli dans ma douleur, j'étais incapable de voir clairement ce qui se tramait. Je me suis raccroché à l'idée qu'il traversait une phase difficile. Je me disais que c'était l'adolescence. Que tout finirait par passer. Mais ce n'est pas passé. 1 an après, sa professeure, Mademoiselle Baria, m'a convoqué à l'école. Elle m'a expliqué, avec ce ton prudent qu'utilisent ceux qui ne veulent pas blesser, qu'ils avaient surpris Esteban en train d'espionner des filles de première année aux toilettes. Que certaines mères étaient inquiètes. Je me souviens avoir senti comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai interrogé Esteban directement cette nuit-là. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je n'ai rien fait. J'ai juste regardé ». Sa voix était calme. Presque fière. Il n'y avait aucune colère. Il n'y avait aucune crainte. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas bien. Que les filles méritaient le respect. Que son comportement était dangereux. Il a acquiescé, comme quelqu'un qui écoute le code de la route. Mais son regard m'a laissé glacé. À partir de ce moment, mon enfer silencieux a commencé. Les voisins ont commencé à faire des commentaires. Monsieur Ricardo de l'entrepôt a laissé entendre qu'il avait vu rôder de trop près du parc infantile. Une tante, en visite, a noté qu'une fille du voisinage semblait nerveuse quand il s'approchait. Tout était des signes. Et moi, je continuais à ne rien vouloir voir. J'ai emmené Esteban chez un psychologue du centre de santé. Le docteur Areya, un homme âgé, à la barbe bien taillée, m'a dit qu'avec une thérapie adéquate on pouvait corriger ce comportement. Mais cela n'a servi à rien. Esteban a appris à dire ce que les adultes voulaient entendre. Il est devenu plus discret, plus subtil. Mais il restait le même à l'intérieur, toujours. Un jour, j'ai trouvé un cahier caché dans son sac. Il était plein d'horribles dessins, des filles, certaines situations. Je ne peux pas le décrire. J'ai vomi dans le lavabo. Je l'ai interrogé à ce sujet, et il m'a répondu que c'était des fantaisies normales, et que le docteur lui avait dit que cela faisait partie du processus. Cette nuit-là, j'ai brûlé le cahier dans la cour, souhaitant que les flammes consument aussi ce qui grandissait dans son esprit.
Le point de rupture définitif est arrivé quand Esteban a eu 17 ans. Isabelita, la fille de notre voisine Teresa, est arrivée en courant chez moi, en pleurant, avec des vêtements sales et le visage taché. Elle m'a raconté qu'Esteban l'avait emmenée derrière le vieux hangar en lui promettant de voir des chatons, mais ce qu'il a essayé de lui faire était inacceptable. Cette nuit-là, le père d'Isabelita est venu me confronter. Je n'avais pas d'excuses. Je n'avais pas de force. J'ai seulement pleuré. Mais même ainsi, et cela me fait mal de l'admettre, j'ai supplié qu'ils ne le dénoncent point. Je leur ai promis que je chercherais de l'aide. Je les ai suppliés. Par pitié, peut-être, ils m'ont donné une dernière chance. Cette même nuit, en voyant Esteban dormir comme si de rien n'était, j'ai compris ce que c'était d'être complice. Mon amour s'était transformé en maladie. Mon silence, en arme. Et moi, en partie du problème. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis cet après-midi où Isabelita a couru dans mes bras, tremblante comme une branche au milieu de la tempête. 20 ans pendant lesquels Esteban a appris à perfectionner son jeu. Il est devenu plus méticuleux, plus charmant, plus invisible dans ses intentions. Avec le temps, il s'est marié à Lydia. Elle avait à peine 19 ans, lui avait déjà dépassé la vingtaine. Lydia venait d'un village perdu entre les collines, élevée dans une famille très croyante où le mari est la tête et l'épouse, la colonne soumise. Il n'y avait aucune chance qu'elle voie les fissures derrière le sourire d'Esteban. Je lui ai parlé, bien sûr. D'une forme subtile. Essayant de l'avertir sans passer pour une vieille peau. Mais elle était amoureuse, pleine d'illusions, et mes paroles se sont perdues comme de la cendre dans le vent. 3 ans après, Martina est arrivée. Je me souviens du moment exact où je l'ai vue dans la salle de maternité. Un bébé avec d'énormes yeux, une peau de porcelaine, et une expression qui semblait déjà connaître le monde. J'ai été envahie par un mélange rare de tendresse et de peur. Parce que quand Esteban l'a tenue pour la première fois dans ses bras, j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas le regard d'un père ému. C'était autre chose. Un éclat que je connaissais trop bien. Depuis lors, je suis devenue gardienne. Une veilleuse en silence. Lydia pensait que j'étais une grand-mère amoureuse, de celles qui ne peuvent se séparer de leur petite fille. Mais je savais la vérité, j'étais une espionne. Une ombre protectrice qui inventait des excuses pour rester. Je me proposais pour garder Martina quand Lydia avait des quarts de travail double. Je visitais, casuellement, les dimanches. J'observais. J'observais toujours. Pendant des années, je n'ai rien vu de concret vraiment. Rien que je puisse montrer du doigt, vraiment. Mais la tension était là, suspendue au plafond telle une toile d'araignée. Martina était une fille joyeuse et bavarde, mais quelque chose a changé quand elle a eu 6 ans. Elle est devenue plus silencieuse encore. Plus timide, aussi. Elle avait des cauchemars fréquents et, ce qui m'a le plus inquiété, elle a recommencé à mouiller son lit. Lydia disait que c'était à cause du stress lié à la nouvelle école. Je savais que non pas. Un jour, alors que je l'aidais à se baigner, j'ai remarqué qu'elle se couvrait le corps avec une rapidité qui n'était pas propre à une fille élevée avec amour et naturellement. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas bien. Elle a fait non de la tête. Mais ses yeux parlaient une autre langue, eux. Une langue pleine de secrets. 6 mois avant cet après-midi décisif, Lydia a dû assurer un quart de nuit à la clinique où elle travaillait. Elle m'a demandé de rester pour prendre soin de ses enfants. Gabriel, le plus petit, s'est endormi en quelques minutes à peine. Martina et Esteban étaient dans le salon, regardant des dessins animés ensemble. Quand je suis passée devant eux, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Martina était rigide, les bras croisés sur les genoux. Et Esteban avait sa main, par hasard, appuyée sur sa jambe. À première vue, c'était une scène de père et fille partageant un moment télé. Mais je connaissais trop bien cette posture, cette distance feinte, ce geste déguisé. Cette nuit-là, j'ai parlé avec Lydia, enfin. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose que je n'aimais pas du tout. Que Martina présentait des signes qui devraient nous inquiéter beaucoup. Je lui ai suggéré de l'emmener consulter une psychologue. Mais Lydia, épuisée, m'a à peine accordé d'attention. « Clara, tu vois des fantômes ?» m'a-t-elle dit en déboutonnant ses chaussures. « Martina va bien, voyons. Nous sommes tous stressés, c'est tout. Ne cherche pas d'époux sur la tête d'un chat. » Je suis rentrée chez moi en sachant que j'étais seule dans cette bataille. Cette même nuit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je me suis assise dans la cuisine, regardant la tasse de thé qui refroidissait entre mes mains, et me demandant quoi faire. À qui recourir, alors? Qui me croirait, enfin? J'ai essayé avec le père Eugenio, le prêtre qui nous connaissait depuis des années. Il m'a reçu avec son sourire gentil et sa soutane bien repassée.
Mais quand je lui ai exposé mes soupçons, sans mentionner de détails, il m'a interrompu avec une douceur paternelle. Clara, n'alimente pas des pensées aussi sombres sur ton propre fils. Ces idées peuvent être des tentations de l'ennemi, Clara. La famille est sacrée, ma fille. Je me suis sentie comme si on m'avait couvert la bouche avec une Bible. Je suis rentrée chez moi avec le cœur brisé. J'ai voulu parler directement avec Martina, mais c'était difficile. Elle s'était transformée en une maîtresse du silence. Elle a appris à ne pas dire ce qui lui faisait mal. Chaque fois que j'essayais de m'approcher avec précaution, elle me répondait par des phrases courtes et des regards fuyants. Mais je voyais les signes, moi. Un jour, alors que nous faisions des devoirs de mathématiques à la table de la cuisine, j'ai remarqué un dessin étrange dans la marge de son cahier. Un homme grand juste à côté d'une fille très petite. La fille, elle, pleurait. L'homme avait une main tendue vers elle. Quand je lui ai demandé ce que c'était, Martina s'est empressée d'effacer le dessin, disant qu'elle ne faisait que griffonner. Je n'avais besoin de rien de plus. La décision était prise. J'ai inventé des excuses pour qu'elle dorme chez moi plus souvent. Chaque fois qu'elle restait, elle redevenait la fille dont je me souvenais. Elle riait, mangeait avec plaisir, dormait tranquille. Mais chaque fois qu'elle retournait chez elle, la tristesse couvrait son visage comme un nuage. La dernière fois qu'elle est restée avec moi, avant l'éclatement, elle m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Et elle m'a chuchoté quelque chose qui m'a glacé le sang. Je ne veux pas rentrer, tante. Je n'aime pas être là-bas. C'est à ce moment-là que je l'ai compris. Je ne pouvais plus attendre. J'ai pensé à fuir avec elle. J'ai pensé à dénoncer Esteban depuis une autre ville. J'ai même pensé à l'enregistrer. Mais je n'avais pas de ressources. Ni d'argent. Ni de preuves. J'avais seulement une chose, l'instinct féroce d'une femme qui ne peut plus se taire. Cette même nuit, j'ai pris le téléphone. Je l'ai composé encore et encore. Commissariat. Dénonciation. Mes mains tremblaient. Comment fait-on cela? Comment une femme dénonce-t-elle l'homme qu'elle a élevé comme un fils? Comment énonce-t-on l'horreur avec des mots sans se briser? Je ne l'ai pas su cette nuit-là. Mais j'ai su que j'étais sur le point de le faire. 2 jours se sont écoulés depuis que j'ai décidé de dénoncer Esteban, mais le téléphone était toujours à sa place, sans avoir été utilisé. Chaque fois que je le tenais, j'étais envahie par un tremblement dans la poitrine, une voix interne qui me suppliait de m'arrêter. Et si personne ne me croit? Et si je ruine la vie de tous et que cela ne serve à rien? Mais alors je me souvenais du murmure de Martina, de sa peur. Et je reprenais des forces. Le 3e jour, peu avant la tombée de la nuit, j'ai pris mon courage et je me suis dirigée directement vers le commissariat du quartier El Bosque. Je n'ai pas voulu appeler. Je devais le faire en face à face. Sentir qu'à la fin, après tant d'années de silence gardé, quelqu'un allait enfin me regarder dans les yeux et me dire « Vous n'êtes pas seul ». L'officier de service, un jeune homme d'au plus 25 ans, m'a regardé avec curiosité quand je me suis approchée du comptoir. Je suppose qu'il a pensé que je venais dénoncer un vol ou demander de l'aide pour un voisin bruyant. Mais quand je lui ai dit, presque en chuchotant, que j'avais besoin de parler à quelqu'un d'un possible cas de maltraitance infantile, son visage a changé. Il m'a conduite dans un petit bureau où, quelques minutes plus tard, est entrée une policière, au geste aimable mais ferme. Je lui ai tout raconté. Cela m'a pris plus de 2 heures. Je sentais que chaque mot était une brique qui se détachait de mon corps. Je leur ai parlé des premiers signes, d'Isabelita, des dessins, de cet après-midi devant la porte entr'ouverte. De comment Martina m'avait chuchoté qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison. Et de comment moi, pendant des décennies, j'avais regardé ailleurs. Quand j'ai terminé, l'officière m'a serré la main. Elle m'a dit d'une voix sûre. « Madame Clara, ce que vous venez de faire demande un courage que peu de femmes ont. Nous allons prendre cela très au sérieux. » Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie remarquée. Et écoutez. Je suis rentrée chez moi sans rien dire. Lydia était toujours dans son monde, luttant contre la routine, ignorant que cette nuit-là son univers allait commencer à s'effondrer. Esteban, comme s'il pressentait quelque chose, a été plus attentionné que d'habitude. Il m'a demandé si je me sentais bien. Il m'a apporté une fleur sauvage du jardin. Il m'a servi du thé. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, m'a-t-il dit, avec son sourire habituel. Tu es l'âme de cette maison. Ces paroles m'ont retourné l'estomac. Je savais que c'était un mensonge. Qu'il essayait seulement de conserver sa place sûre. Le jour suivant ma dénonciation a été interminable. Je me suis comportée comme toujours. J'ai nettoyé. J'ai cuisiné. J'ai aidé Martina avec ses devoirs. Tout en moi était calme, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. J'attendais. Je savais que la police avait besoin de preuves, avait besoin de constituer un dossier.
Mais chaque minute qui passait me faisait me sentir davantage complice. Je me regardais dans le miroir et je me demandais, pourquoi as-tu mis si longtemps? Le matin du mercredi, pendant que Lydia était à la clinique et les enfants à l'école, 2 agents sont arrivés. Un homme plus âgé, au front froncé, et une jeune femme, au visage serein. Ils ont frappé à la porte avec douceur. Je savais pourquoi ils venaient. Je suis restée derrière le rideau de la cuisine. Ce n'était pas mon moment. J'avais déjà rempli ma part. Esteban a ouvert la porte en pyjama, le visage encore marqué par les draps. En voyant les uniformes, son expression a changé. Il a pris ce visage blanc, vide, comme quand on sent que le monde s'effondre sans préavis. Esteban Lira? A demandé l'agent. Oui, c'est moi. Vous devez nous accompagner. Il est requis pour déclarer dans une affaire pour présumée agression sexuelle infantile. J'ai vu de loin son corps trembler. Il s'est tourné, m'a cherché du regard. Il m'a trouvé. Et il a su. Il a su que c'était moi. Quoi? Qui vous a envoyé? A-t-il dit, d'une voix brisée. Vous avez le droit de garder le silence, a dit l'officier. Tout ce que vous direz peut être utilisé contre vous. Pendant qu'il lui mettait les menottes, il m'a regardé de nouveau. Tante. Tu sais que ce n'est pas vrai. Dites-leur que c'est une erreur. S'il vous plaît. Mais je n'ai pas répondu. J'ai seulement observé comment il l'emmenait dans le couloir. Dans la rue. Les voisins regardaient par les fenêtres. Certains murmuraient. D'autres feignaient de ne rien voir. Je suis restée là, au milieu du salon, écoutant la porte se fermer derrière lui. Comme si c'était un verdict. Cet après-midi-là, le silence fut comme un animal énorme dans la maison. Je me suis assise dans la cuisine, où tant de fois je l'avais défendu, où j'avais cuisiné des gâteaux pour des anniversaires et préparé des remèdes contre les rhumes. Et j'ai pleuré. Pas pour lui. Pas pour sa chute. J'ai pleuré pour Martina. Pour chaque nuit qu'elle a passée seule avec sa peur. Pour chaque fois que je n'ai pas su comment la protéger. Lydia est arrivée du travail à 6h20, comme d'habitude. Elle est entrée avec son uniforme froissé et ses chaussures usées. Elle a posé le sac à dos sur le sol et m'a regardée. Où est Esteban? Pourquoi tout est si silencieux? Je ne savais pas comment commencer. Mes genoux tremblaient. Je lui ai demandé de s'asseoir. Elle m'a regardée avec confusion, mais elle a obéi. Je dois te raconter quelque chose de très difficile, lui ai-je dit. Et j'ai commencé. Je lui ai parlé des comportements d'Esteban depuis petit, de mes soupçons accumulés pendant des années, de ce que j'avais vu cet après-midi-là, du dessin, de la peur dans les yeux de Martina. Je lui ai raconté à propos de la dénonciation, à propos de la police, à propos de comment il l'avait emmené ce même matin. Son visage a changé comme le ciel avant l'orage. Elle est passée de l'incrédulité à l'horreur. De l'horreur à la négation. De la négation à la rage. Tu es folle. A-t-elle crié, en se levant. Tu es complètement folle si tu crois que je vais croire ça. Il ne ferait jamais une chose pareille. Tu as toujours été jalouse de notre famille. J'ai essayé de la calmer. Je lui ai dit que je ne le faisais pas par rancune, mais par amour pour sa fille. Mais elle n'écoutait pas. C'est une vengeance. A-t-elle dit, en élevant la voix. Tu as toujours détesté qu'il choisisse de fonder sa propre famille. Tu ne l'as jamais accepté. Elle a appelé le commissariat. Elle a crié au téléphone. Elle a dit que j'avais fait une fausse dénonciation. Que j'étais une vieille femme aigrie et déséquilibrée. Qu'elle allait le prouver. Et ensuite, elle m'a regardée avec une haine si profonde qui m'a transpercée. Je vais me charger de te faire repentir, a-t-elle murmuré, avec les dents serrées. Je te le jure. Et elle est sortie. Elle m'a laissée seule. Encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui devais craindre le silence. 1 heure après la tempête que Lydia avait laissée après son départ, la porte s'est rouverte. Cette fois, pas avec rage, mais à petits pas. Martina et Gabriel étaient revenus de l'école accompagnés par la voisine, Dame Agustina. Ils ne savaient rien. Encore. Gabriel, avec ses 5 ans, a tout de suite demandé après son papa, avec cette innocence que seuls les enfants conservent au milieu du chaos. Papa n'est pas là. Il est allé acheter des bonbons. Je n'ai pas su quoi lui dire. Mais Martina m'a regardé directement. Comme si elle pouvait lire ce qui avait changé dans l'air. Elle s'est approchée lentement, sans dire un mot, et elle m'a demandé à voix basse. Tu as raconté à quelqu'un ce dont nous avons parlé? J'ai acquiescé, les yeux humides. J'ai vu comment son visage s'est rempli de larmes, mais pas de peur. Desouliment. Elle m'a embrassée si fort qu'elle semblait vouloir se cacher dans ma poitrine. Il ne va plus revenir? M'a-t-elle murmuré. Non,
Makerie. Plus non, lui ai-je dit. Et alors elle a éclaté en sanglots. Un sanglot profond, ancestral. Un qui ne venait pas des yeux, mais de l'âme. Cette nuit, Lydia est revenue, pas seule, mais accompagnée d'une avocate. Une femme mince, vêtue de noir, avec un dossier épais sous le bras et un regard perçant. Ils m'ont assise dans la salle comme si j'étais l'accusée. Ils m'ont interrogée pendant des heures. Ils voulaient savoir si j'étais en train de prendre des médicaments. Si j'avais des antécédents psychiatriques. Si je me sentais seule. Si une fois je m'étais sentie rejetée par Esteban. L'avocate, d'une voix douce mais venimeuse, a insinué que mon âge et mon ressentiment pouvaient m'avoir fait délirer. Lydia, assise à son côté, ne me regardait pas. Elle acquiesçait seulement, comme si j'étais une menace étrange qui avait envahi son foyer. Je n'ai pas de preuves matérielles, leur ai-je dit. Mais ma petite fille, elle, a une histoire. Et cette histoire, elle ne l'a pas inventée. L'avocate a dit qu'il serait difficile de réfuter une dénonciation si détaillée. Que si Martina confirmait mes dires, l'affaire prendrait de la force. Ce fut la première fois que j'ai vu une vraie peur dans les yeux de Lydia. Une peur qui allait au-delà de l'orgueil et de la furie. C'était la peur d'une mère qui commence à soupçonner que le cauchemar pourrait être réel. Les jours suivants furent un tourbillon. Martina a été examinée par des médecins légistes. Des psychologues du centre d'attention aux mineurs l'ont interviewée avec délicatesse. Lydia, transformée par le doute, l'accompagnait en silence. Parfois, elle me regardait. Parfois non. Mais elle ne criait plus. Elle ne m'accusait plus. Elle était seulement brisée. Chaque fois que Martina devait parler de ce qu'elle avait vécu, elle le faisait avec plus de fermeté. Comme si finalement quelqu'un lui avait donné la permission de sortir la vérité de son corps. Je l'accompagnais à chaque séance. Je lui prenais la main. Je lui disais qu'elle n'était pas seule. Un jour, alors que nous sortions de l'hôpital après une de ces entrevues épuisantes, Lydia s'est effondrée. Elle s'est assise sur le trottoir, en pleine rue, la tête entre les genoux. Elle a pleuré comme elle ne l'avait jamais fait, même pas quand sa mère fut morte. « Comment n'ai-je rien vu, Clara ?» m'a-t-elle demandé d'une voix brisée. Quelle sorte de mère suis-je? Je lui ai répondu que ce n'était pas de sa faute. Que les monstres n'ont pas toujours une tête de monstre. Que souvent, ceux qui font du mal savent se déguiser à la perfection. Des jours après, les résultats médicaux ont confirmé ce que nous savions déjà. Il y avait des preuves physiques d'abus. Lydia n'a plus jamais douté. Depuis lors, elle s'est transformée en une autre femme. Elle n'était plus l'épouse protectrice de son mari. C'était la mère guerrière qui accompagnait sa fille partout. Qui signait des papiers. Qui prenait des décisions. Qui a commencé à apprendre à lire les signaux, ce qu'elle avait autrefois ignoré. Esteban, depuis la prison, a commencé à envoyer des lettres. À Lydia, et à moi. Il disait que tout était mensonge. Que Martina avait été manipulée. Que je me vengeais par jalousies anciennes. « Tu es ma mère » a-t-il écrit une fois. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Je n'ai pas répondu. Lydia non plus. Elle ne faisait que déchirer les lettres et les jeter sans lire la fin. Martina, pour sa part, a entamé un processus de thérapie avec une psychologue spécialisée, le docteur Camilla. Une femme chaleureuse, qui l'a aidée à récupérer peu à peu son sentiment de sécurité. Elle a recommencé à dessiner, non plus des ombres, mais des fleurs. Elle souriait. Elle jouait sans regarder par-dessus son épaule. Un après-midi, pendant que nous faisions la vaisselle, il m'a dit. « Tu sais, tante, je n'ai plus mal à l'estomac quand je pense à lui. » J'ai acquiescé, ravalant le nœud qui s'est formé dans ma gorge. « Et sais-tu pourquoi ?» continua-t-il. « Parce que maintenant je sais que tu m'as cru. Et cela m'a fait me sentir courageuse. À cet instant, j'ai su que tout ce que j'avais fait, toutes les pertes, les cris, le scandale, en avaient valu la peine. Pas par justice. Pas par vengeance. Mais parce qu'une fille redevenait une fille. La procédure judiciaire a été longue. Trop longue pour une fille qui avait déjà dit la vérité une fois et qui devait maintenant la répéter devant des inconnus qui ne savaient pas toujours écouter avec délicatesse. 8 mois après ma dénonciation, la date du procès fut fixée. 8 mois pendant lesquels la maison s'est transformée en un champ de soins et de routine stricte. Lydia n'était plus la femme brisée qui avait l'habitude de s'asseoir en silence. Maintenant, elle était une présence constante. Elle posait des questions difficiles, organisait les documents, recherchait un accompagnement légal, émotionnel et scolaire. Elle était transformée. Et moi, même si nous n'avions pas encore les mêmes mots qu'avant, je suis devenue son alliée. Martina, quant à elle, s'est épanouie. Elle a commencé à écrire des contes.
Elle jouait des mélodies simples sur un clavier que nous avions acheté tous ensemble. Elle riait avec son frère. Elle revenait de l'école sans ce poids sur le dos. Mais nous savions que la véritable liberté était encore de l'autre côté du procès. Et cela faisait mal. Quand le jour est arrivé, je me suis assise dans cette salle froide du tribunal, les mains glacées et le cœur battant dans les oreilles. Esteban était là, sur le banc des accusés, décharné, avec la barbe négligée et les yeux enfoncés. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu de la rage. Pas de culpabilité. Pas de remords. Seulement de la rage. Comme si je lui avais enlevé quelque chose injustement. Ce fut le moment où j'ai su, avec une certitude absolue, que j'avais fait ce qu'il fallait. Mon témoignage a duré plus de 3 heures. J'ai tout raconté. Depuis son enfance, les premiers signes, les fois où je l'ai défendu, les avertissements des voisines, ce que j'ai vu cet après-midi-là, les mots de Martina, le dessin, la peur. Chaque phrase était une pierre que je sortais de mon corps et que je déposais sur la table de la vérité. L'avocat de la défense a essayé de me décrédibiliser. Il a dit que j'étais une femme âgée, rancunière, qui cherchait l'attention. Il a insinué que ma perception pouvait être altérée. Mais j'ai répondu avec la sérénité que donne le fait de savoir que l'on est du bon côté de l'histoire. Martina n'a pas témoigné en personne. Elle l'a fait à travers le système de caméra Gesell, accompagnée par le docteur Camilla. J'ai vu l'enregistrement avec le jury. J'ai vu cette fille aux grands yeux raconter avec fermeté ce qui lui était arrivé. Comment elle avait ressenti de la peur. Comment papa disait que c'était un jeu spécial. Comment elle se sentait malade quand elle pensait à cela. Quand il a fini, il a regardé la caméra et a dit « Merci, tante Clara, de m'avoir aidé à dire toute la vérité. Je n'ai pas pleuré à ce moment précis. Mais à l'intérieur, toutes mes fibres se brisaient. Parce que sa voix, sa décision, donnaient un sens à tout. » Lydia a témoigné aussi. Elle a parlé des signaux qu'elle avait ignorés. Les fois où elle croyait que tout allait bien. Elle a admis qu'elle préférait penser que sa fille était seulement timide, que son silence faisait partie de sa croissance. Je voulais tellement croire que ma famille était parfaite, a-t-elle dit au juge, que je n'ai pas su voir que ma fille me demandait de l'aide en silence. Et ensuite, elle a ajouté. Clara a fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Et pour cela, je lui serai reconnaissante toute ma vie. Ce fut un moment de réconciliation entre nous. Parce que devant tous, Lydia reconnaissait que ce que j'ai fait n'était pas par vengeance, mais par amour pur. Et cela a tout changé. Le verdict est tombé 3 jours après. Esteban a été déclaré coupable d'abus sexuels aggravés par lien familial. La sentence, 14 années de prison. Quand le juge a lu la condamnation, Esteban s'est effondré sur la table devant lui. Il m'a regardé avec un mélange de haine et de supplication intense. « C'est de ta faute, vieille traîtresse. » A-t-il crié. Tu as détruit ta propre famille pour une fille qui ne comprend même pas ce qu'elle raconte. Les gardes l'ont maîtrisé rapidement. Lydia m'a pris la main doucement. Martina, dans la salle d'attente, le savait déjà. Et même si elle n'a pas pleuré, son étreinte cet après-midi a été différente. Plus longue et intense. Plus chaleureuse et sincère. Plus tranquille et douce. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons dîné toutes les 3 à la maison ensemble. Lydia, Martina et moi, enfin. Gabriel dormait avec ses peluches préférées. Et la maison avait un silence nouveau, non tendu, mais calme. Un silence pur et propre. De ceux qui permettent d'écouter la vie autour. Pendant que nous faisions la vaisselle, Martina m'a demandé. « Regrettes-tu de l'avoir raconté ? Ce fut la chose la plus difficile que j'ai faite, lui ai-je dit, mais aussi la plus juste. Je le crois aussi, a-t-elle simplement répondu. Maintenant, je n'ai plus peur de m'endormir. J'ai dormi cette nuit comme je ne l'avais pas fait depuis des années entières. Non pas parce que tout était résolu enfin. Mais parce que nous avions cessé de faire semblant. 3 ans se sont écoulés depuis que la sentence a été prononcée enfin. 3 ans pendant lesquels la vie nous a enseigné que guérir n'est pas une ligne droite, mais un sentier pierreux, avec des montées inattendues et des descentes qui nous prennent par surprise parfois. Mais il y a aussi des fleurs au bord du chemin toujours. De petits signes d'espoir qui nous rappellent pourquoi nous avons choisi de parler enfin. Martina a maintenant 12 ans déjà. Elle est une autre personne. Elle se lève en chantant toujours. Elle joue du piano chaque après-midi avec joie. Elle a des amis qui la font rire aux larmes et de doux secrets sur des camarades qui lui plaisent à l'école. Parfois, elle les note dans un carnet à cadenas et me fait un clin d'œil quand elle me voit fouiller. Iesuris. Pas parce que je comprends tout, mais parce que je peux la voir grandir sans crainte. Gabriel, qui a déjà 8 ans, se souvient à peine de ses jours sombres. Il était trop petit quand tout cela est arrivé.
Il grandit comme un enfant libre, sans la tension d'une maison surveillée, sans ombre dans les coins. Pour lui, sa sœur a toujours été un joyeux rempart. Et nous, sa mère et moi, seulement des femmes fortes qui font fonctionner le monde. Lydia a terminé ses études d'infirmière pédiatrique. Elle s'est spécialisée dans l'attention aux enfants victimes de traumatismes. Parfois, je l'entends parler au téléphone avec d'autres mères. Elle leur donne des conseils. Elle leur enseigne à détecter ce qu'elle n'a pas su voir elle-même. Elle a trouvé un but dans sa douleur. À l'hôpital où elle travaille, elle est connue pour sa capacité à faire que même les plus petits se sentent en sécurité entre ses mains. Moi, pour ma part, je me suis portée volontaire dans le centre d'attention aux victimes d'abus infantiles. 2 fois par semaine, je m'assois avec d'autres grands-mères, d'autres mères, d'autres femmes. Certaines viennent de découvrir une horreur, d'autres la soupçonnent encore, mais n'osent pas l'avouer. Je leur raconte mon histoire. Je leur dis que oui, qu'il est possible de survivre à la peur. Que l'amour ne doit pas être une excuse au silence. Que protéger un enfant signifie parfois trahir un adulte. Certaines me regardent avec rage. D'autres avec soulagement. Mais presque toujours, à la fin de la conversation, quelqu'un reste un peu plus, seulement pour me dire « Merci de parler. Esteban est mort en prison il y a 6 mois. Une bagarre avec d'autres détenus. Les gardes ne sont pas intervenus à temps. Ils m'ont prévenu par téléphone. Je me suis assise seule dans la cuisine. J'ai espéré ressentir quelque chose. Tristesse. Culpe. Vide. Mais je n'ai rien ressenti. Pas par cruauté. Mais parce que cela faisait longtemps qu'Esteban n'était plus l'enfant que j'avais élevé. Il est mort pour moi le jour où je l'ai vu avec Martina. Ce jour-là, j'ai su que je ne pouvais plus l'appeler ma famille. Lydia a beaucoup pleuré. Mais pas pour lui. Elle a pleuré pour la vie qu'elle avait rêvée à ses côtés. Pour l'image de l'époux qu'elle a cru avoir. Pour le mensonge sur lequel elle a bâti son mariage. Je n'ai pas pleuré quand mon père est mort, m'a-t-elle dit. Mais pour cela, oui, je pleure. Parce qu'ils m'ont trompée pendant des années. Martina n'a pas pleuré. Ni n'a beaucoup demandé. Elle a seulement dit. Est-ce que je peux continuer à jouer du piano? Cette réponse si simple m'a tout dit. Pour elle, son père n'était plus une figure marquante. Ce n'était pas une souffrance. C'était seulement un souvenir très lointain. Un passé qui ne la définit plus du tout. Ma relation avec Lydia a évolué. Nous ne sommes plus seulement belle-mère et belle-fille. Maintenant, nous sommes 2 femmes qui ont marché ensemble dans un champ de mines et qui sont sorties de l'autre côté, blessées mais vivantes. Parfois, nous parlons de nos erreurs passées. Des silences que nous avions gardés. D'autres fois, nous prenons simplement du maté pendant que Martina fait ses devoirs et Gabriel joue avec des blocs sur le sol. Tu es la mère que je n'ai jamais eue, m'a-t-elle confié une nuit. Et toi, la fille que je n'ai jamais osé désirer, lui ai-je répondu alors. Ce n'est pas une relation idéale. Il y a des jours avec des silences gênants, des blessures qui n'en finissent pas de se refermer. Mais il y a aussi beaucoup de respect, de la confiance. Et, surtout, une promesse partagée, ne plus jamais regarder ailleurs. Les dimanches après-midi ne sont plus tout à fait comme avant. Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de regard furtif. Ce sont des après-midi de gâteaux faits maison, de rires et de jeux de cartes. Quand Martina joue du piano et Gabriel construit des tours, je m'assieds dans la cuisine, je prends du maté et j'observe. Je me permets alors de sourire. Pas pour avoir tout bien fait. Mais parce que, quand c'était vraiment important, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai perdu mon fils. Oui. Mais j'ai sauvé une enfance, elle. Et cela vaut tout l'or du monde. Même si Esteban n'est plus là, ses conséquences sont toujours avec nous. Parfois, dans les silences qui nous traversent quand on voit une vieille photo. Parfois, dans les yeux vitreux de Lydia quand elle aide un enfant en consultation. Parfois en moi, quand je me réveille au milieu de la nuit, avec l'écho de sa voix d'enfant qui m'appelle depuis un coin de ma mémoire. Mais ce n'est plus de la douleur qui reste. C'est de la responsabilité désormais. Un après-midi, pendant que Martina faisait ses devoirs à la table de la salle à manger, elle s'est approchée de moi, une feuille à la main. Nous travaillons à l'école sur des personnes courageuses de l'histoire, m'a-t-elle expliqué. Et j'ai écrit sur vous. J'ai ri un peu. J'ai pensé que c'était un geste symbolique, certes. Mais quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait cela, sa réponse m'a paralysée. Parce que j'ai appris qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est faire ce qu'il faut, même si on a peur. Et tu avais peur de perdre ton fils, de briser la famille, que personne ne te croit. Mais malgré cela, tu m'as protégée toujours. Ensuite, elle m'a pris dans ses bras. Une étreinte profonde, honnête, comme celle que l'on garde précieusement. Ce jour-là,
J'ai compris que mon histoire, avec toutes ses ruptures, avec toute son obscurité, n'avait pas seulement servi à sauver Martina. Elle avait créé une vraie chaîne. Une ligne de transmission entre les générations, courage, soin, vérité. Maintenant, je vis avec plus de calme. Pas par oubli, mais par justice. Parce que malgré toute la douleur, maintenant je peux me regarder dans le miroir sans détourner le regard. Mais je sais que toutes les femmes qui traversent cela n'ont pas la même fin. C'est pourquoi je continue de raconter mon histoire. Dans le centre d'attention aux victimes, je rencontre des mères qui n'arrivent toujours pas à nommer ce qu'elles ont découvert. Avec des grands-mères qui soupçonnent, mais n'osent pas le dire à voix haute. Je les écoute. Je leur offre mes paroles. Pas depuis l'autorité, mais depuis la douleur partagée. Certaines me croient. D'autres se mettent en colère. Elles me disent que je ne peux pas comprendre leur famille. Que leurs cas sont différents. Que leur mari, fils ou frère, ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je n'insiste pas. Je leur dis seulement la même chose que je me répétais chaque nuit avant d'agir. Le silence protège les coupables. La vérité, même si elle fait mal, protège les innocents. Martina, parfois, m'accompagne. Pas pour raconter son histoire, mais pour être un phare. Elle s'assoit à côté des plus petites filles. Elle leur sourit. Elle leur enseigne les chansons qu'elle joue au piano. Elle leur parle de ses plans d'être docteur comme sa maman. Et alors les filles la regardent avec les yeux grands, comme en disant « si elle a pu, moi aussi ». Ces moments me remplissent de quelque chose qui va au-delà de la fierté. C'est un mélange de gratitude et de tristesse. Parce que je sais qu'aucune fille ne devrait avoir besoin d'être courageuse si tôt. Lydia a aussi transformé sa blessure en service. À l'hôpital, elle est connue pour détecter des signaux que d'autres laissent passer. Elle a une sensibilité spéciale pour lire ce que les enfants ne disent pas avec des mots. Chaque fois que je vois un enfant renfermé, m'a-t-elle confié une nuit, je pense à Martina. Et je me jure de ne plus jamais échouer. La relation entre nous continue de guérir. Il n'y a pas un pardon total. Il n'y a pas d'oubli. Mais il y a quelque chose de plus fort, la certitude que, quand il a fallu choisir entre se taire ou protéger, j'ai choisi ce qui est correct. Et elle a choisi d'y se joindre. Parfois, elle me dit. Ta décision n'a pas seulement sauvé ma fille. Elle m'a enseigné à sauver les autres. Ces paroles me soutiennent. Elles me donnent un sens. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que mon sacrifice avait été seulement personnel. J'ai perdu Esteban, j'ai brisé une famille, j'ai provoqué une tempête publique. Mais maintenant je comprends que ce que j'ai fait a été un acte de résistance. Contre la culture du silence. Contre les excuses. Contre la complicité déguisée en amour. Et quand je vois Martina jouer du piano avec liberté, quand je l'entends rire sans regarder par-dessus l'épaule, quand je l'entends raconter ses rêves comme si le monde lui appartenait. Je sais que cela en valait la peine. Tout. Il y a des nuits où je me réveille sans savoir pourquoi. Le corps m'avertit avant l'esprit. Je me lève, vais à la cuisine, chauffe de l'eau et me sers un thé. Je m'assieds en silence face à la fenêtre et laisse les souvenirs passer comme de l'ennuage. Presque toujours, je reviens à ce dimanche-là. Ce maudit dimanche où je suis montée avec le plateau de thé sans soupçonner qu'en ouvrant une porte, j'ouvrirais aussi une fissure qui engloutirait tout. Et pourtant, je ne me lamente plus désormais. Avant, oui. Avant je pensais, et si j'avais parlé quand Esteban était enfant? Et si je ne m'étais pas tue quand la voisine m'a alerté la première fois? Et si je n'avais pas ignoré ses dessins? Et si j'avais été plus mère que je ne l'ai été? Mais maintenant je comprends que le passé ne se corrige pas. Il se rachète seulement. Ce que je peux faire, et j'ai décidé de le faire tous les jours de ma vie, c'est m'assurer que d'autres femmes n'arrivent pas aussi tard que moi. Qu'elles n'attendent pas 30 ans pour ouvrir les yeux. Qu'elles comprennent qu'aimer n'est pas protéger le coupable, mais défendre l'innocent. C'est pourquoi je ne me tais pas. C'est pourquoi je ne me cache pas. C'est pourquoi j'accepte de raconter cette histoire, même si ça fait mal, même si on me juge, même si certains me voient avec pitié ou répudiation. Parce que si une seule fille est sauvée par ce que j'ai appris, alors toute la douleur aura eu un sens. Martina va maintenant au collège. Elle aime les sciences. Elle dit qu'elle veut être médecin, mais aussi artiste. Elle joue du piano, dessine, écrit des contes avec des personnages qui volent, qui sauvent, qui s'échappent de monstres. L'autre jour, pendant que nous faisions des biscuits, elle m'a demandé. Tante Clara, crois-tu que je sois forte? Je n'en ai aucun doute, lui ai-je répondu. Parfois je sens que je ne le suis pas, m'a-t-elle avoué. Mais ensuite je me souviens de toi. Et ça passe. J'ai pleuré. Parce que j'ai compris que pour elle, je n'ai pas seulement été celle qui a dénoncé. J'ai été celle qui a résisté. Celle qui a cru.
Celle qui a fait ce qui était nécessaire quand personne d'autre ne l'a fait. Gabriel, son petit frère, continue de grandir heureux. Il ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé, mais il sait que dans sa maison, les sombres secrets ne sont pas permis. Qu'ici, quand quelque chose fait mal, on en parle. Que quand quelque chose effraie, on accompagne. Que les larmes ne sont pas une honte, mais un avertissement que quelque chose doit changer. Parfois Lydia me demande si j'ai jamais imaginé cette vie. Cette version nôtre. Et je lui dis que non. Que je n'ai jamais imaginé perdre autant et en même temps gagner autant. Que je n'ai jamais pensé que le prix de dire la vérité serait si élevé, ni que la récompense serait aussi profonde. Parfois, ça me fait encore mal, dit-elle. Mais je sais aussi que si tu n'avais pas parlé, peut-être que ma fille ne serait pas vivante. Cette phrase m'accompagne chaque fois que la culpabilité essaie de se faufiler par les fissures. Parce que oui, il y a des jours où le doute m'assaille. Je suis humaine. Je me demande si tout aurait pu être fait différemment. S'il y avait une forme moins douloureuse. Mais alors je vois Martina rire avec ses amis, je vois Lydia aider une mère confuse à l'hôpital, je vois Gabriel endormi embrassant sa peluche sans peur, et tout reprend un sens. Lors d'une réunion au centre de victimes, une femme m'a dit. Nous ne pourrions pas toutes faire ce que tu as fait. J'ai répondu sans réfléchir. Je ne pensais pas, moi non plus, que je pouvais. Jusqu'à ce que je n'ai plus d'autre choix. Et c'est la vérité. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises non par courage, mais par nécessité. Parce que quelqu'un doit le faire. Et si nous ne le faisons pas, qui d'autre le fera? L'autre jour, en rangeant une étagère, j'ai trouvé une vieille photo, Esteban enfant, avec ses cheveux en bataille et ce grand sourire qu'il avait avant que tout ne tourne mal. Je me suis arrêtée quelques secondes. Pas pour pleurer, mais pour le laisser partir. J'ai dit à voix basse. Je t'ai aimé. Je t'ai protégé. Mais j'ai aussi échoué. Et ensuite, j'ai réparé. Jusqu'où j'ai pu. Et j'ai remis la photo à sa place. Pas par oubli. Mais par paix. Cher lecteur, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous m'avez accompagné sur ce chemin long, épineux et parfois insupportable, je vous en remercie du plus profond de mon âme. Vous raconter cette histoire n'a pas été facile. Aucune partie ne l'a été. Mais c'était nécessaire. Parce que ce n'est pas seulement une histoire sur moi. Ou sur Esteban. Ou sur Martina. C'est une histoire sur de nombreuses familles. Sur ce que nous taisons pour protéger les apparences. Sur ce que nous nions pour ne pas nous effondrer. Sur les secrets que nous croyons enterrés, alors qu'en réalité nous les laissons grandir dans l'ombre. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison, oui, mais elle est pleine de vérité. Pas de perfection. Pas de façade. De vérité. Et cela me suffit. Parfois, on me demande si j'ai des regrets. Si je referais la même chose. Si cela valait la peine de perdre un fils pour sauver une petite fille. Et je n'hésite jamais. Parce que je ne l'ai pas perdu le jour où je l'ai dénoncé. Je l'ai perdu bien avant, quand il a décidé de franchir une limite qui n'aurait jamais dû l'être. Ce dimanche, quand je l'ai vu avec Martina, j'ai compris que mon devoir n'était pas de le protéger, lui. C'était de protéger celle qui n'avait pas de voix. Et aujourd'hui, je peux dormir tranquille. Pas parce que tout est résolu. Mais parce que je l'ai fait. Martina continue de grandir. Elle a des objectifs. Des rêves. Elle veut changer le monde, ou au moins une partie. Elle dit qu'elle sera docteur, mais qu'elle écrira aussi des livres. Qu'elle racontera des histoires de filles courageuses et de tantes qui n'abandonnent jamais. L'autre jour, elle m'a dit, son cahier à la main. J'écris sur une fille qui pensait que personne n'allait la sauver. Mais une femme plus âgée, avec des cheveux gris et les yeux tristes, l'a vue à temps. Cette femme, c'est toi? Je lui ai demandé. Non, ce n'est pas toi, m'a-t-elle répondu avec un sourire. C'est une version magique de toi. Et j'ai compris. Parce que parfois, pour guérir, nous devons imaginer que nos sauveurs n'étaient pas si humains, si craintifs, si brisés que nous l'avons été. Nous devons les voir comme des êtres magiques, même si nous savons qu'ils étaient simplement des personnes faisant ce qui est juste avec le peu qu'elles avaient. Patricia, Lydia, dans cette histoire, a transformé sa culpabilité en service. Parfois, nous nous asseyons ensemble après le dîner, en silence. Nous ne parlons pas du passé. Ce n'est pas toujours nécessaire. En se regardant, cela suffit. Merci de ne pas avoir attendu plus longtemps, m'a-t-elle dit un soir. Merci de m'avoir cru, même si c'était tard, lui ai-je répondu. Et nous avons pleuré. Comme deux femmes qui se reconstruisent l'une et l'autre, sans le dire. Le centre de victimes m'appelle maintenant la grand-mère qui a changé le cours. Je souris. Parce que je sais que ce n'était pas seulement ma voix. C'était celle de beaucoup. Et ce sera celle de beaucoup d'autres. À toi qui lis ceci, je te demande.
Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas voulu voir dans ta propre maison? Un signe que tu as choisi d'interpréter autrement? Un silence qui sonne trop fort? Je ne te demande pas de détruire ta famille. Je te demande de la protéger. Mais vraiment. Depuis la racine. Même si cela fait mal. Parce que quand la nuit arrive, et que tu poses ta tête sur l'oreiller, la seule chose qui donne vraiment la paix est de savoir que tu as fait ce qui était nécessaire. Que tu as été qui tu devais être. J'ai presque tout perdu. Mais j'ai gagné quelque chose d'incassable. J'ai gagné la certitude que, quand c'était le plus nécessaire, j'étais à la hauteur. Et c'est ce que je laisse à Martina. Pas seulement un toit. Pas seulement une assiette chaude. Je lui laisse l'exemple qu'il y a des secrets qui ne doivent pas être gardés. Que l'amour véritable ne dissimule ni ne protège l'impardonnable. Que parfois, être mère ou grand-mère, c'est choisir de briser quelque chose pour sauver quelque chose de bien plus important. Aujourd'hui, Martina joue du piano pendant que Gabriel construit des châteaux sur le sol. Lydia se prépare pour sa prochaine journée à l'hôpital. Et moi, depuis la cuisine, avec le maté à la main, je les observe avec une sérénité que je n'ai pas connue depuis des décennies. Parce que maintenant, je le sais. Parfois, il faut briser le cœur. Pour guérir celui de quelqu'un d'autre.